Bonsoir, merci de nous rejoindre sur le plateau de Maritima. Bienvenue dans la revue, émission que vous appréciez, nous le savons, et nous vous en remercions. Nous allons évoquer et partir à la découverte ce soir d'un établissement qui cumule les très bonnes appréciations en 2014. Une performance qui mérite toujours d'être signalée, d'être mise en avant, notamment quand il s'agit, et que ça touche, au domaine de la santé. Visite guidée de la polyclinique du Parc Rambaud à Aix-en-Provence ce soir avec son PDG, le docteur Jean Lacoste. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors je disais bonnes et même très bonnes appréciations, on pourrait même dire notes pour cette année 2014, puisqu'à la fois Le Point et l'Express dans leur classement des hôpitaux, qui sont assez récurrents d'ailleurs, mais qui font référence, en tout cas dans la presse magazine, vous attribuez de très très bonnes notes. Alors dans différents domaines, on ne va pas tout résumer énumérer dans ce début d'émission, mais généralement vous êtes très très bien classé aux alentours de la 15e place nationale, mais premier établissement régional en PACA. D'abord, est-ce que c'est très suivi ce type de classement? Est-ce que vous y jetez un œil régulièrement? Oui, forcément, c'est très suivi parce que ça existe, historiquement, ça existe depuis une quinzaine d'années. Au début, ça avait été extrêmement critiqué, comme tous les classements d'ailleurs. On peut toujours contester la méthodologie de ce type de classement, parce qu'ils ne prennent pas en compte des critères totalement exhaustifs, bien évidemment. Donc c'est un peu réduit ou réductionniste comme méthode de classement, mais en même temps, finalement, avec le recul, ça fait référence, et sans le dire ou en le disant explicitement, la plupart des établissements, ou même la grande majorité des établissements, on jette un œil et sont très, très attentifs à ces classements. Alors ça, c'est pour votre point de vue. Auprès de vos patients, voire clients, est-ce que, là encore, il peut y avoir un impact? Est-ce que c'est mesurable? Oui. Alors, c'est très difficilement mesurable, mais il est évident que ça a un impact et qu'on observe très souvent des patients qui viennent voir parce qu'ils ont lu les classements, et en général, ce sont des patients qui habitent assez loin de l'établissement et qui ont pris connaissance des classements et qui donc viennent dans cet établissement parce que le classement est favorable dans telle ou telle discipline, etc. Donc ils font la démarche de faire parfois 50, parfois 100, parfois 150 km. Alors, c'est pas très courant, mais c'est quand même une réalité. D'un point de vue plus personnel, lorsqu'on est président, directeur général, PDG d'un tel établissement, que ces notes tombent, ces classements tombent, est-ce qu'il y a une forme de satisfaction aussi? Alors, c'est le travail d'une équipe, vous allez me dire, je connais déjà un peu votre réponse, c'est forcément partagé, mais est-ce qu'on s'enorgueillit de ce classement? Oui, ça nous confère une certaine fierté, parce que ça nous donne une notoriété qui est publique. Donc ça a un impact psychologique favorable sur les équipes, que ce soit les médecins ou les salariés de l'établissement. Et vous êtes en compétition avec forcément d'autres établissements aussi, c'est un secteur privé. Là encore, on vous jalouse, on vous regarde, on essaie de vous copier? Alors, je ne sais pas si on essaie de nous copier, certainement qu'on nous regarde, probablement qu'on nous jalouse un petit peu, ça c'est la nature humaine, et on est en compétition, de toute façon. Oui et non. Enfin, la santé est un domaine dans lequel, théoriquement, on n'est pas dans une compétition pure et dure. Bien sûr. Puisque c'est la prise en charge des souffrances des la patients, santé de tout la santé publique. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est quand même dans un domaine où chaque établissement, privé comme public d'ailleurs, s'évalue et se compare par rapport à son environnement. Évidemment. Qu'est-ce qui a fait votre force? Qu'est-ce qui fait vos points forts à la polyclinique Rambaud? Alors, ce sont des équipes médicales avec des équipes soignantes qui sont comment dirais-je, dans la qualité depuis de très nombreuses années. On a des domaines dans lesquels on est plutôt en pointe. Et, certaines disciplines, notamment des disciplines chirurgicales, comme la chirurgie viscérale et digestive, par exemple. Ou pelvienne, par exemple. La chirurgie pelvienne, ça concerne la femme, ça concerne l'homme également. C'est l'urologie, toute la discipline de l'urologie. Et dans d'autres disciplines, on est également très reconnus. Alors ça, ces deux premières spécialités, chirurgie digestive et chirurgie urologique, sont reconnues au niveau, je dirais, national. C'est là où on est dans les 10 premiers, 12 un domaine d'excellence, là, pour vous. Voilà, donc on est reconnu sur le plan national, on a une notoriété qui est plutôt nationale. Et puis, des disciplines qui sont reconnues à l'échelon régional, comme l'orthopédie, comme la chirurgie de l'obésité, par exemple, ou bien l'ophtalmologie. Voilà. Alors, c'est-à-dire que vous prenez un soin tout particulier au recrutement de vos équipes. C'est en amont, peut-être, que se fait aussi l'excellence et que se dessine l'excellence? Oui, c'est effectivement en amont. Il faut essayer de recruter des praticiens de qualité. Et ensuite, c'est un phénomène qui est auto-entretenu, parce que si vous avez une qualité et puis des exigences aussi, on a quand même des processus de soins, de prise en charge qui sont très stricts. Qui sont stricts. On ne soigne plus les gens de la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que chaque praticien a son art, bien sûr, qu'il cultive, et il faut qu'il soit le meilleur possible, mais en même temps, il s'inscrit dans une organisation globale, collective de l'établissement, qui contribue
à la qualité de la prise en charge. Comment attirez-vous ces meilleurs praticiens justement? Est-ce que c'est d'abord ça peut être le cadre aussi, parce que c'est vrai que la clinique est installée dans un parc, ça peut être aussi le matériel, ça peut être aussi les techniques, ça peut être aussi la rigueur, ça peut être aussi, je sais pas, une ambiance, une convivialité? Il y a effectivement la culture de l'établissement. Je vous rappelle qu'on est une clinique indépendante. Donc on n'appartient pas à un grand groupe, donc il y a une sorte de culture maison d'établissement, et une partie des praticiens, des médecins, petite partie pour l'instant, mais ça va s'élargir, sont actionnaires, donc partie prenante aussi dans le fonctionnement de l'établissement, donc investis. Et ensuite, c'est, je crois, un esprit, et c'est un esprit qui est tourné sur l'innovation au sens large. Innovation à la fois technique, technologique, médicale, numérique aussi, par exemple, hein, là on sort un peu du médical pur, et puis des innovations d'organisation aussi. Il ne faut pas oublier que dans la santé... L'encadrement du patient aussi, bien sûr. L'encadrement du patient, la prise en charge. Dans la santé, vous avez les innovations techniques, vous avez les innovations organisationnelles. Et ça, on a souvent tendance un petit peu à l'oublier, alors que c'est quand même On va développer l'un et l'autre dans cette émission. On commence peut-être par les innovations techniques. Les techniques de chirurgie sont-elles de plus en plus, j'allais dire pratiques, c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait employer, mais... développées, perfectionnées et de moins en moins invasives, parce que c'était le cas ces dernières années. Tout cela s'améliore-t-il? Voilà, vous avez utilisé l'adjectif qu'il fallait, c'est invasif. C'est-à-dire que les techniques actuelles se développent vers ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire que le patient n'est plus opéré avec de grandes cicatrices comme il y a 15-20 ans. Hein, c'est-à-dire on n'ouvre plus comme on dit communément. On n'ouvre plus comme on faisait à l'époque, on mettait des écarteurs, on ouvrait, on se mettait au large, etc. Puis le patient, il survivait, plus ou moins. Oui, il survivait quand même. Il survivait la plupart du temps. C'était pas le Moyen-Âge. Mais donc là maintenant, c'est beaucoup moins agressif, puisqu'on fait des mini-incisions. Il y a eu la période de la célioscopie où on a plus ouvert, on a mis des trocars, c'est-à-dire des petits orifices avec des caméras, et on a opéré en regardant un écran. Ça, c'était la deuxième phase, il y a maintenant 15 ans. Il y a mieux encore que ça maintenant. Et maintenant, c'est la célioscopie, mais avec l'assistance robotique, c'est l'introduction des robots, de l'assistance robotique dans la chirurgie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ce ne sont pas les robots qui font l'acte. Ah non, c'est le médecin. C'est le médecin, mais le médecin est à distance du patient, il est à quelques mètres, derrière une console, et il commande les bras du robot qui tient les instruments. Alors, ce qui signifie, je fais un aparté, docteur, ce qui signifie que la formation, alors c'est peut-être moins votre domaine, mais c'est la formation des chirurgiens a changé, elle aussi, dans leur cursus d'apprentissage? Oui, tout à fait. Effectivement, ils sont plus ou moins d'ailleurs formés en chirurgie célioscopique et chirurgie robotique selon les spécialités. Et c'est normalement les CHU, les centres de formation, qui font l'enseignement au départ. Alors, tout dépend des équipements et des habitudes et des pratiques. Mais généralement, ces robots, comme vous les appelez, évidemment présidés, dirigés par des chirurgiens très, très, très compétents, sont plutôt employés dans quelle discipline? Alors, la chirurgie robotique, c'est surtout développé dans la chirurgie urologique. D'accord. Donc prostate, par exemple. Prostate, parce que là, on avait un impératif de guérir les patients. Dans le cancer de la prostate, notamment, il fallait guérir les patients dans les formes opérables, parce qu'il y a des formes qui sont malheureusement non opérables, et en même temps de préserver les grandes fonctions, la continence et la sexualité. Donc c'était un cahier des charges absolument fondamental pour les urologues, qui était, je dois guérir mon patient, mais en même temps, il faut qu'il ait une qualité de vie après l'intervention qui soit comparable, identique à ce qu'il avait avant. Et ça a été un chemin de crête très difficile qui est presque atteint grâce notamment à la chirurgie robotique. Vous nous parlez du robot Da Vinci. Est-ce que le robot Da Vinci dont vous bénéficiez, avancée technologique, rentre dans ce cadre-là? Oui, pour l'instant, il n'existe qu'un robot. Enfin, il y a un robot en neurochirurgie qui a été inventé d'ailleurs par un Français, mais qui concerne les tumeurs cérébrales et qui est utilisé seulement dans les centres ultra spécialisés. Mais la chirurgie robotique, quand on parle de chirurgie robotique actuellement en France, ça concerne le robot Da Vinci, parce qu'il n'y en a qu'un. Il n'y a pas d'autres firmes qui fabriquent des robots. Et donc, il y a actuellement 70 à peu près robots installés en France, qui n'est pas considérable, puisque quand même 70 c'est peu. Oui. Donc, parce que c'est extrêmement coûteux. Robot d'une précision ultime. C'est pour l'instant le mieux qu'on puisse faire, en termes de précision de geste, et avec un vrai saut qualitatif. Mais alors c'est presque aux financiers que je m'adresse. Ce sont des investissements extrêmement lourds, je présume. Oui. C'est un pari sur l'avenir aussi, quand on est président directeur général d'une clinique? C'est un pari sur l'avenir, tout à fait, qui n'était pas évident au départ d'ailleurs, parce que certains disaient que ça ne servait à rien, que ça n'apportait pas un bénéfice, etc. On a un ordre d'idée du prix d'une telle machine, ou c'est plutôt discret? Les générations actuelles, celles que nous utilisons, sont à 1 million 100 d'euros d'investissement. Oui. Alors, il faut prendre en considération le coût d'achat, mais aussi
l'usage, ce qu'on appelle les coûts de consommation, qui sont extrêmement chers. Et en contrepartie, les tarifs de sécurité sociale qui nous sont alloués n'ont pas changé. Donc pour un établissement comme le nôtre, mais comme pour tous les autres, c'est vous qui amortissez la différence. C'est l'établissement qui porte la charge sur son dos. Donc c'est un appel que vous lancez? Non, pas du tout. Oui, enfin c'est un appel, c'est un constat. D'accord. En même temps, en creux, c'est un peu un appel. C'est un petit peu un appel, parce qu'effectivement, je pense qu'en France, on n'a pas pris en compte, c'est un aparté que je fais moi, je pense que notre politique de santé n'a pas pris en compte de façon efficace le coût de l'innovation. Et le développement des machines. Et le développement des machines et des innovations au sens large. Alors, voilà pour l'aspect technique, on va dire. Vous nous parlez de l'aspect organisationnel. Alors, c'est pas un joli mot, mais dont on ne prend pas suffisamment la mesure, parfois, dans une clinique. Là encore, les choses évoluent. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les choses évoluent sans arrêt. Parce que la façon de prendre en charge le patient, elle est liée d'abord, effectivement, à la médecine, donc l'évolution des techniques et des progrès dont on vient de parler à l'instant, mais aussi avec un effet global. La chirurgie mini-invasive, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire sortir les gens plus tôt, et même parfois, très souvent, dans la journée. Quasiment en ambulatoire. Quasiment en ambulatoire. Donc on commence à avoir des interventions qui sont relativement importantes, qui se font en ambulatoire, parce qu'elles ont bénéficié de ces techniques. Je ne sais pas, je vous donne quelques exemples. La chirurgie de la vésicule biliaire, qui est assez banale, se fait maintenant très souvent en ambulatoire. On commence à faire de la chirurgie pelvienne, des prolapsus, c'est-à-dire descente d'organes chez la femme, en ambulatoire. Une appendicite, c'est en ambulatoire aussi? Appendicite, pas tout à fait, parce que c'est une urgence avec un risque péritonéal, donc en général c'est 24 heures. D'accord. Mais oui, c'est très court. Bien sûr. D'accord, ouais. La chirurgie du cancer du sein, maintenant, en grande partie se fait en ambulatoire. Le but de tout ça, c'est de libérer des lits, c'est qu'il y a un turnover le plus rapide? C'est pas de libérer des lits. C'était peut-être vrai il y a 15-20 ans en arrière. Je pense que c'est un but d'abord de qualité. Alors ensuite, il y a un impact économique, mais global. C'est-à-dire que ça améliore l'efficacité, l'efficience. Donc ce qui améliore l'efficience coûte moins cher. Mais c'est surtout un but de qualité. Parce que la pratique de la chirurgie ambulatoire impose comment dirais-je, un parcours qualitatif complet. Il faut que le geste... De l'arrivée au départ. Tout le parcours du patient doit être dans la qualité de l'accueil administratif, de la prise en charge, de l'installation, jusqu'à le transfert au bloc opératoire, l'intervention, les techniques anesthésiques, la salle de réveil. Et tout ça soit très fluide. Tout ça soit fluide, organisé et très qualitatif. Donc, c'est un très très bon critère de qualité. Si vous avez un établissement qui fait beaucoup de chirurgie ambulatoire, vous avez là un marqueur qualité absolu. Et c'est là-dessus que vous mettez une attention toute particulière, vous portez une attention toute particulière. Oui. Alors, on a quasiment terminé cette émission, docteur, il nous reste une petite minute. Être au sommet, au top, passez-moi cette expression, c'est bien. Y rester, c'est souvent plus difficile. La concurrence va certainement vouloir vous rattraper, ça me semble logique. Oui. 2015 sera-t-elle une bonne année pour vous et vos équipes? Écoutez, elle s'annonce plutôt sur un jour favorable, d'autant plus que nous avons un projet quand même qui court depuis quelques années, qui est de pouvoir enfin lancer notre projet de construction d'un nouvel établissement. Parce que je vous rappelle, la polyclinique, c'est 2 établissements, la Polyclinique Provençale et Polyclinique Rambaud, et que normalement, elles seront reliées très bientôt. Il est question de les transférer, de faire un établissement, une nouvelle clinique. À l'horizon 2015? Non, ça prendra un peu plus de temps? Démarrage, on espère, 2015, et ouverture fin 2017. Bon, et on aura l'occasion de se retrouver éventuellement pour en reparler. Oui, tout à fait. Et pour parler un très bon classement en 2015, très certainement aussi. Merci d'avoir été l'invité de la revue, merci de toutes ces précisions, on connaît un peu mieux votre établissement. Donc, je le disais, distingué comme meilleure clinique régionale par à la fois Le Point et l'Express. D'abord Le Point, et puis l'Express était encore plus récemment. Félicitations à vos équipes, merci bon courage beaucoup. à vous et l'ensemble de vos collègues. À la clinique Rambaud viendra vous voir, très certainement. Très volontiers. Pour tourner. On vous accueillera très volontiers. Merci à vous. Le rendez-vous est pris. Merci docteur Lacoste d'avoir été l'invité de la revue. Merci à vous qui nous suivez régulièrement et à très vite. Salut.